à tous. Quelques petits détails techniques avant de commencer. Normalement, tous vos micros sont coupés. Si ce n'est pas le cas, est-ce que vous pouvez le couper pour permettre un bon enregistrement de cette vidéo? Parce que nous l'enregistrons pour permettre à nos parents non présents de la regarder en replay. Est-ce que vous pouvez désactiver votre son? Voilà, merci beaucoup. Et normalement, tous les micros sont coupés. En tout cas, bienvenue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez une petite case qui s'appelle Chatbox ou discussion en bas de votre écran. Vous pouvez y déposer vos remarques, vos questions. On prendra un temps de questions-réponses à la fin de cette présentation. Mais avant tout, laissez-moi vous souhaiter une excellente année 2022 de la part de toute l'équipe de Vision du Monde. Et aujourd'hui, pour vous accompagner, je suis Pauline. J'animerai ce webinaire. Julie est notre experte technique. Nous avons Alexandra qui est experte de la Birmanie et Anne-Marianne, qui est notre experte relations donateurs, donc experte du parrainage. Aujourd'hui, nous allons partir donc à la découverte de la Birmanie pour mieux comprendre le contexte de ce pays et les enjeux économiques, sociaux, culturels et comprendre pourquoi Vision du Monde s'est installée dans ce pays et a installé un programme. Vous comprendrez mieux également le contexte du programme et les actions précises et concrètes qu'a mis en place Vision du Monde. Nous ferons bien sûr un focus sur la situation sanitaire dans le pays et quelles ont été les réponses en urgence de Vision du Monde. Et enfin, nous prendrons un temps d'échange avec vous pour répondre à toutes vos questions. Je laisse la parole à Anne-Marianne qui va nous faire une petite découverte de ce beau pays. Bonjour à tous, merci beaucoup Pauline. Donc, je suis Anne-Marianne, je travaille au sein du service des relations donateurs dans l'association chez Vision du Monde. J'ai peut-être déjà été amenée à échanger avec vous tout au long de votre parrainage. Alors, je vous invite à venir avec nous donc, à la découverte de la Birmanie ou Myanmar. On commence ce petit voyage en Birmanie avec une très jolie photo de deux garçons devant le temple du Damayangi, qui est le plus grand des temples bouddhiques de la ville de Bagan. Bagan, qui est une ville témoin de l'apogée du bouddhisme et également de son architecture au cours de l'histoire, avec notamment la présence de milliers de temples qui ont été construits et puis délaissés au fil du temps. La ville de Bagan a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2019. On peut continuer avec un zoom culturel sur le Nouvel An. Donc, de la même manière que Pauline, je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2022 à vous et également à tous vos proches. À l'occasion donc de ce Nouvel An, on voulait également profiter pour vous souhaiter donc des meilleurs vœux et également vous montrer comment se passe cette célébration donc en Birmanie. Il faut savoir que le Nouvel An en Birmanie n'a pas lieu donc au mois de janvier comme chez nous, mais plutôt au mois d'avril. Donc dans ce pays où 90% de la population est bouddhiste, le Nouvel An se célèbre à travers la fête de l'eau. Donc elle a lieu à chaque début de mois de Tingyan, qui est donc le premier mois de l'année du calendrier bouddhiste, et également le nom donné à la célébration. Le premier jour du festival, donc la veille de Tingyan, il est consacré donc aux activités religieuses. Il y a plusieurs préceptes qui sont respectés, comme le jeûne partiel. On déverse de l'eau parfumée sur la tête des statues de Bouddha et on fait également des offrandes aux moines. Et c'est le lendemain que débute la véritable fête de l'eau pendant 3 jours qui sont rythmés par des chants et des danses traditionnelles. Et surtout, les Birmans en profitent pour s'asperger d'eau les uns et les autres pour se purifier, chasser les mauvaises ondes, s'apporter de la paix, se souhaiter de la prospérité et également beaucoup de bonheur pour cette nouvelle année. On en profite également pour se rendre visite les uns les autres. Les enfants rendent visite aux grands-parents et chacun place des fleurs et également des feuilles de palme devant sa maison. Donc le Nouvel An, chez les Birmans, c'est la plus grande fête de l'année et la plus importante. Voilà, on continue avec un petit point donc, sur la situation géographique de la Birmanie. Donc, pour ceux et celles qui y sont déjà allés, ça leur semblera tout à fait familier, hein. Donc, la Birmanie, c'est un pays d'Asie du Sud-Est qui est situé à 1700 km de la France. Le pays partage des frontières d'ailleurs avec l'Inde, le Bangladesh, la Chine, le Laos et également
la Thaïlande et compte aujourd'hui près de 55 millions d'habitants. Avec 4000 km² de plus que la France, le pays est composé donc de 7 régions qui sont occupées majoritairement par les Bamas. Les Bamas, c'est la plus grande ethnie du pays. Le pays est également composé donc de 7 autres États qui sont occupés par des groupes ethniques plus minoritaires comme les Shan, les Karen ou encore les Mon. La langue officielle du pays donc, est le birman et la capitale actuelle est Naypyidaw, et ce depuis 2005. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas Yangon, même si celle-ci reste la plus grande ville du pays et sa capitale économique. On va continuer donc avec la situation politique de la Birmanie. Donc, comme vous le savez, hein, le pays évolue en ce moment dans un contexte politique qui est très fragile et compliqué. Il faut savoir que le pays a été dirigé pendant plusieurs années par le pouvoir militaire. C'est seulement après des décennies donc, de dictature que la Birmanie a entamé une transition vers un régime plus démocratique. En effet, c'est avec la victoire de la Ligue nationale pour la démocratie, un parti représenté par Aung San Suu Kyi aux élections législatives de 2015, et donc l'accession au pouvoir de celle-ci, que le pays a pu débuter une transition vers un régime plus démocratique. Malgré ça, le pays peinait quand même tout de faire à se défaire de l'influence de l'armée birmane, qui disposait encore d'un quart des sièges au Parlement et restait également présente dans certaines collectivités, certains tribunaux et différentes autres administrations ou ministères. On peut également ajouter à cela la crise des Rohingyas qui est présente depuis fin août 2017. L'armée birmane mène une répression envers ce groupe ethnique depuis donc fin août 2017. La plupart d'entre eux viennent de l'État d'Arakan, qui est situé au nord-ouest du pays. Et cette répression donc, a mené une grande partie donc, des Rohingyas à fuir au Bangladesh, puisque ceux-ci en Birmanie en fait sont apatrides, ils n'ont pas de citoyenneté, ils n'ont pas de droits, ils n'ont pas de protection et sont malheureusement rejetés par l'ensemble de la population. Voilà, donc des affrontements ont régulièrement lieu entre l'armée birmane et les Rohingyas. En 2018, 400 000 d'entre eux ont été amenés à fuir au Bangladesh. Aung San Suu Kyi, à l'époque, qui dirigeait donc le gouvernement birman, avait une marge de manœuvre assez limitée face à cette situation, puisque l'armée birmane occupait des postes clés, comme on le disait tout à l'heure, au sein du gouvernement. Donc, on en vient à la situation actuelle du pays, toujours sur la situation politique. En février donc, 2021, une prise de pouvoir donc, a eu lieu par l'armée birmane. Donc, Aung San Suu Kyi a été arrêté ainsi que plusieurs autres membres de son parti politique. Il y a donc eu des manifestations, une intensification donc, du conflit armé à la suite de cette prise de pouvoir, hein, cette situation donc, qui est aggravée aujourd'hui et qui met en péril donc, la situation économique et sociale du pays. La Birmanie est donc actuellement dans un état d'urgence. Ces affrontements ont provoqué plusieurs déplacements en interne de centaines de milliers de personnes et également des conséquences directes sur l'approvisionnement en nourriture et notamment sur la nutrition des enfants. Aujourd'hui, avec cette situation, avant, il faut savoir que 2,8 millions de personnes souffraient de carences alimentaires et plus de la moitié de la population ne pouvait disposer d'un régime alimentaire adéquat. Aujourd'hui, entre 1,5 et 3,4 millions de personnes de plus pourraient basculer dans une situation d'insécurité alimentaire. Et le taux de pauvreté donc, pourrait doubler en 2022. On en arrive donc aujourd'hui à ce que représente le défi de la pauvreté en Birmanie. Il faut savoir que la Birmanie est un pays qui est extrêmement riche en ressources naturelles, avec le pétrole, le gaz, le cuivre, le ciment et encore plein d'autres choses. Mais malgré tout, la Birmanie reste l'un des pays les plus pauvres d'Asie, principalement, comme on le disait tout à l'heure, en raison du déni des libertés fondamentales de la population, et également à cause d'un conflit persistant avec les minorités ethniques, comme on l'a mentionné tout à l'heure avec les Rohingyas, pour exemple. Et donc aujourd'hui, en effet, 45% de la population vit sous le seuil de pauvreté. À noter d'ailleurs que depuis le 1er février 2021,
Le système bancaire est en partie à l'arrêt. Cela entraîne des pénuries d'argent liquide et un accès très limité aux prestations sociales. Donc, sans institutions démocratiques fonctionnelles, la Birmanie risque un retour tragique vers des niveaux de pauvreté qui n'ont plus été vus depuis une génération. Donc, l'espérance de vie est également de 66 ans en moyenne actuellement en Birmanie pour l'ensemble de la population, ce qui est une conséquence directe des conditions de vie de ce peuple. Pour exemple, en France, nous, on est à 79 ans d'espérance de vie pour les hommes et 85 ans d'espérance de vie pour les femmes. Voilà, donc 25% de la population n'a pas accès à de l'eau potable, comme c'est malheureusement le cas dans plusieurs endroits de la planète, et notamment dans des régions et des pays donc défavorisés. Les fleuves, les rivières ou même les petits cours d'eau peuvent servir de déchetterie ou bien même de toilettes pour les habitants les plus pauvres. On peut également rajouter à cela le fait que certaines industries, comme par exemple l'industrie du textile, peuvent y déverser des composants chimiques et toxiques, ce qui rend l'eau d'autant moins potable pour l'ensemble de la population et notamment pour les enfants, puisque ces conditions de vie, elles sont particulièrement destructrices pour eux. C'est eux qui en payent le prix fort aujourd'hui, pardon. Et un tiers des enfants birmans donc, souffrent de malnutrition. Un enfant sur 10 n'atteint pas l'âge de 5 ans. Et avec les derniers événements politiques, les chaînes d'approvisionnement sont très perturbées et le prix des médicaments et également des denrées alimentaires ont flambé dans certaines parties du pays, ce qui ne risque pas d'améliorer la situation dans l'immédiat. On est également aujourd'hui face au travail forcé des enfants qui reste une des très grandes problématiques du pays, puisque chez les enfants birmans de 5 à 17 ans, pas moins de 9,3% d'entre eux sont concernés par le travail infantile. Donc, après toutes ces informations, on vous invite à répondre à quelques affirmations au sujet de la Birmanie pour savoir si vous connaissez un petit peu ce pays. Pour ceux qui sont déjà allés, ça risque d'être assez facile. Pour les autres, peut-être aussi, à vous de nous montrer ce que vous pouvez faire. Donc, on vous invite à répondre à l'affirmation suivante. Est-ce que le Tanaka est un plat traditionnel birman? Vrai ou faux? Et deuxième question, est-ce que le lac Inle, qui est mondialement connu, est le plus grand lac de la Birmanie? Voilà, vous avez la possibilité de répondre sur votre écran. N'hésitez pas à cliquer et à donner votre réponse. Alors, est-ce que je peux donner les réponses, Pauline? On va juste normalement attendre que tout le monde réponde. Encore, encore. Allez, 20 secondes. Mais tu peux y aller, vas-y. Marianne, tu peux donner les réponses. D'accord. Normalement, ça va s'afficher. Ok, très bien. Alors, donc, pour vous répondre, la première affirmation est donc je vois qu'on a du 50-50 pour la première affirmation. Alors, je vous donne la réponse. Donc, la première affirmation est fausse. En fait, si vous voyagez dans ce pays-là, vous allez souvent peut-être croiser donc des Birmans qui ont le visage décoré de dessins avec de la poudre de Tanaka. Vous pouvez même vous en procurer sur des marchés. Ça a la forme de rondins, de carrés ou même de barres de savon. En fait, c'est une poudre qui est obtenue à partir d'écorces et de racines. Donc, voilà, elle sert donc de rafraîchissant sur la peau et ça permet donc à la population de se protéger des coups de soleil puisque on est dans un pays où le climat est donc assez tropical et ça permet donc de lutter contre l'acné également. Pour la deuxième affirmation, donc le lac Inle mondialement connu est le plus grand lac de Birmanie et donc c'est faux également. J'avais la réponse vraie à 82%, vous avez répondu. Eh bien, c'est faux. Donc, les 18 autres pourcents, vous avez bon. En fait, il s'agit du deuxième plus grand lac du pays. Voilà, c'est un très, très beau lac, mais ça reste seulement le deuxième puisque le plus grand, c'est celui d'Indaogi qui est situé un peu plus haut dans le pays, dans l'état de Kachin. Il fait donc 260 km², alors que le lac Inle fait
116,3 km². Voilà, donc merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce petit questionnaire et je vais vous laisser maintenant avec Alexandra qui va vous parler un peu plus en détail de notre programme de parrainage à Dagon-Sécan. Merci Anne-Marianne. Donc, on part maintenant plus en détail à la découverte de notre programme pour du coup mieux comprendre les enjeux et les actions de Vision du Monde. Donc, je laisse la parole à Alexandra, notre experte de la Birmanie. Alors, elle a un tout petit souci technique, donc nous l'attendons. En attendant, en effet, vous êtes nombreux à avoir noté une coquille au début de notre présentation, la distance avec la France. Oui, La Birmanie n'est pas 1700 700 km. km, excusez-nous. En effet, je crois que c'est plus de l'ordre de 8800 quelque chose. Donc voilà, on va juste voir si Alexandra est présente. C'est bon. Merci Pauline et merci d'avoir corrigé pour la distance. Effectivement, on est plus autour de 8800 km de distance entre la France et la Birmanie. Désolée pour ce petit imprévu technique. Donc, bonjour à tous, je suis Alexandra, je travaille au département des programmes et je m'occupe de notre programme à Dagon-Sécan que je vais donc vous présenter maintenant. Alors, pour commencer, quelques informations déjà sur notre équipe locale en Birmanie. Donc, notre bureau local a ouvert en 1988. Il compte actuellement 600 employés et plus de 5000 volontaires dans tout le pays. Et c'est grâce à eux que sont mis en œuvre plus de 32 programmes de développement dans 13 régions du pays, comme vous le voyez sur la carte de droite. Et grâce à ces programmes, ça bénéficie à plus de 3,4 millions d'enfants vulnérables. Ici, vous voyez une photo de notre équipe locale de Dagon-Sécan qui est composée d'une dizaine de personnes. Et sur votre droite, la personne tout à droite, elle s'appelle May, c'est notre chef de projet, c'est elle qui gère l'ensemble de l'équipe et avec qui je suis en contact régulièrement. Alors, notre programme, donc, comme vous le savez, il se situe dans la ville de Rangoon, qui est donc la capitale économique du pays. C'est aussi la plus grande ville du pays. Et on intervient plus précisément dans des quartiers qui se trouvent à l'est, comme vous le voyez sur la carte de gauche. La carte de droite vous cible spécifiquement nos zones d'intervention dans cette partie-là de la ville. Alors maintenant, quelques informations sur le contexte. Le programme a débuté en 2008. C'est donc un programme périurbain dans la ville de Rangoon qui cible précisément 6 quartiers et 4 villages. Et ça fait en tout à peu près 19 000 bénéficiaires directs. En ce qui concerne l'environnement de notre programme, on a certains quartiers qui ressemblent plus à des quartiers, on va dire, type bidonville, avec des petites rues très étroites, des toutes petites maisons. Et à l'inverse, notamment dans les villages, dans des zones un peu plus excentrées par rapport à la capitale, par rapport à Rangoon, il y a une atmosphère qui est beaucoup plus rurale, comme vous le voyez sur la photo de droite. Alors maintenant, je vais vous présenter un petit peu nos secteurs d'intervention. Et on va commencer avec tout d'abord en termes d'économie locale. Donc, il y a un certain nombre de besoins, de challenges, bien entendu. Tout d'abord, il y a un faible niveau de revenu des familles, qui est également souvent irrégulier, malheureusement, car il y a très peu d'opportunités d'emploi bien rémunérées pour les familles proches de chez eux. La plupart des adultes travaillent dans des usines ou dans les champs, soit en périphérie de la ville, soit même, ça peut être dans d'autres régions du pays. Et beaucoup également ont des tout petits commerces en ville directement. Pour vous donner un ordre d'idée, le revenu moyen mensuel des ménages est de 150 € par mois. Et donc forcément, cette situation, elle ne permet pas de couvrir tous les besoins quotidiens d'une famille. La crise de la Covid-19 a malheureusement accentué ces problématiques avec la fermeture de nombreuses usines et également les petits commerces. Donc, beaucoup d'adultes ont perdu leur emploi
le taux de chômage est assez élevé dans le pays. Et ceux qui ont pu conserver leur emploi doivent faire face à de nombreux retards de paiement dans leur salaire à cause des problèmes de liquidité des banques depuis février dernier. Donc, toute cette situation, ça a entraîné une hausse en termes de l'insécurité alimentaire pour les familles et ça a un impact bien sûr direct sur la santé des communautés, notamment celle des enfants, et également en termes d'éducation avec la fermeture des écoles. Pour pallier à ça, on mène plusieurs types d'actions afin de renforcer les moyens de subsistance des familles. Tout d'abord, on essaye d'améliorer l'accès des communautés à la nourriture par l'agriculture et également par l'élevage de petits bétail. Donc, on fait beaucoup de formations sur les techniques d'agriculture. On encourage les communautés à créer des potagers. On leur distribue des semences, des petits équipements pour qu'ils lancent leur propre culture. Et en parallèle, on essaye de développer des opportunités d'emploi, de business pour ces familles, en renforçant également l'accès au crédit et en favorisant le développement d'une épargne. Pour cela, on a notamment on a créé des groupes d'épargne et de crédit. La plupart de ces groupes sont des groupes d'adultes où la majorité sont des femmes, mais il y a également des groupes pour des jeunes qui sont intéressés. Donc là, ils font surtout que de l'épargne, bien sûr, mais c'est un succès assez important. Aujourd'hui, il y a plus de 100 groupes d'épargne et de crédit et ça fait à peu près 2000 membres. Voilà pour d'un point de vue développement économique, on va dire. Maintenant, en termes de santé, là aussi, de nombreux défis. Tout d'abord, il y a bien sûr la problématique de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans, qui est liée à la fois aux mauvaises pratiques hygiéniques, mais également aux installations sanitaires qui sont souvent vétustes et trop peu nombreuses, et également à l'accès à des sources d'eau potable qui est souvent polluée et qui entraîne la propagation de certaines maladies, comme notamment les diarrhées chez les enfants. Et enfin, on constate également un accès limité aux services de santé. Pour répondre à ces défis, donc on essaye d'améliorer la santé des enfants, notamment les pratiques d'alimentation des nourrissons et des enfants de moins de 5 ans. Donc, on fait le suivi mensuel de tous les enfants du programme, donc on mesure le poids, la taille, etc. Et en fonction de ce suivi, on fait les enfants qui sont en situation de malnutrition sévère, il y a un suivi rapproché qui est fait avec les centres de santé et les hôpitaux quand c'est nécessaire. En parallèle, on fait des ateliers culinaires pour les femmes enceintes et les mères pour justement renforcer les pratiques nutritionnelles. On construit ou on rénove aussi un certain nombre d'installations sanitaires comme des toilettes, des points d'accès à l'eau et également des réservoirs de stockage d'eau. Et pour finir, on fait également beaucoup de sensibilisation sur les pratiques hygiéniques, bien entendu, comme le lavage des mains et la défécation à l'air libre. Et en termes de renforcement des systèmes de santé, on forme le personnel de santé et on essaie également de rénover et d'équiper les centres de santé pour améliorer la qualité de ces services. Voilà pour la santé. Maintenant, en termes d'éducation, alors il y a un nombre de structures scolaires qui est bien entendu insuffisant et souvent ces structures sont sous-équipées malheureusement et en parallèle, les enseignants manquent de compétences, de connaissances, donc il manque de formation tout simplement. Et enfin, on constate également qu'il y a un abandon scolaire qui est assez fréquent, notamment à partir du collège malheureusement. Donc, depuis 2020, avec la crise sanitaire et à la fois la crise politique, il y a malheureusement eu une interruption de la scolarisation qui n'a pas aidé pendant une période assez longue. Heureusement, depuis juin dernier, les écoles ont réouvert en Birmanie, mais on estime que seulement à peu près 50% des enfants sont retournés à l'école. C'est lié au fait qu'il y a souvent une présence des militaires dans l'enceinte de l'école et également qu'encore beaucoup de professeurs sont absents et donc tout simplement ne peuvent pas donner les cours. Alors, pour pallier à ces défis, là encore, d'une part, on essaye de renforcer l'accès
L'accès aux services de la petite enfance. On a créé notamment des centres vraiment dédiés à la petite enfance. Ce sont comme des écoles maternelles donc pour les enfants de moins de 5 ans. Et on en a construit 10 centres de la petite enfance au total, qui sont aujourd'hui des centres enregistrés auprès du ministère de l'Éducation. On favorise également l'accès des enfants déscolarisés à des programmes alternatifs d'éducation. Et donc, on a créé des centres, ce qu'on appelle des centres d'éducation non formels, où en fait, on propose d'une part des cours de base, comme des cours de lecture, de mathématiques, pour que les enfants soit puissent reprendre le chemin de l'école ensuite, s'ils le souhaitent, ou alors on leur propose des formations professionnelles adaptées en fonction de leur âge. Donc, c'est plus pour des adolescents, bien sûr, des personnes au niveau de fin de collège. Et enfin, on essaye donc d'améliorer l'accès à une éducation de qualité en formant les enseignants et aussi en agissant travaillant plus avec les parents pour les sensibiliser sur l'importance de l'éducation parentale, tout simplement. Voilà pour l'éducation. Et enfin, pour finir, en termes de protection des enfants, là aussi, beaucoup de besoins. Tout d'abord, il y a très peu d'espace sécurisé pour les enfants, notamment en dehors de l'école, dans leur temps libre, compte tenu du contexte périurbain, ce qui fait qu'il y a effectivement beaucoup de cas de blessures chez les enfants. En parallèle, les deux autres problématiques majeures sont d'abord la violence domestique au sein des familles, qui malheureusement est encore très fréquent, et les cas de travail des enfants, puisqu'on estime que 10% d'enfants de 7 à 16 ans travaillent pour aider leur famille. Et donc, ces deux problématiques-là, la question du travail des enfants et de la violence domestique, ont bien sûr été malheureusement exacerbées depuis le début de la crise sanitaire, avec les écoles qui ont fermé. Nos actions en termes de protection des enfants, on essaie de sensibiliser, d'améliorer le comportement des parents vis-à-vis des enfants afin de mieux les protéger. Donc, on fait des sensibilisations sur les risques de blessures, sur la discipline positive et aussi sur les questions de protection des enfants. On essaye d'améliorer l'accès des communautés aux services de protection. On a créé des groupes de protection et de plaidoyer qui référencent justement les cas de violence dans la zone du programme et qui font remonter ces problèmes aux autorités locales en charge de ces questions de protection. Et enfin, on cherche à renforcer la participation des enfants, ce qui est également très important. On a créé un certain nombre de clubs d'enfants, de jeunes qui mènent des activités au sein de leur école, et en parallèle, on organise aussi un certain nombre d'activités extrascolaires, notamment en dehors, pendant les périodes des vacances, par exemple. Donc voilà un petit peu un résumé de l'ensemble de nos actions depuis le début du programme. Merci beaucoup, Alexandra. Et je te propose maintenant de faire du coup un point sur la situation sanitaire en Birmanie. Alors, actuellement, donc, d'un point de vue sanitaire, il y a plus de 530 000 cas de Covid-19 et 19 000 décès depuis le début de la pandémie. Ce sont les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. Il faut savoir qu'à l'été 2021, la situation sanitaire a été très critique en Birmanie avec une troisième vague qui s'est propagée. Les hôpitaux ont été submergés et le système de santé publique qui était déjà assez mal au point était encore un peu plus fragilisé depuis les événements politiques. Donc, ça a vraiment été une période très dure pour notre équipe locale en Birmanie, qui a été touchée forcément aussi personnellement par cette crise sanitaire et politique. Et malgré tout, elle a continué à travailler et à mener des actions d'urgence pendant toute cette période. Heureusement, depuis octobre 2021, le nombre de cas, la situation sanitaire s'est stabilisée, le nombre de cas de Covid a diminué. C'est également en lien avec le programme de vaccination du gouvernement qui s'est développé. Donc, il y a à peu près 20% de la population qui est vaccinée. Mais malgré tout, il y a énormément de conséquences, bien entendu.
les pertes d'emplois nombreuses qui entraînent une baisse des revenus des familles et donc une insécurité alimentaire, la fermeture des écoles pendant un temps qui a mené à une augmentation des cas de violences domestiques et également du travail des enfants. Tout ça, ça a vraiment un impact direct, bien entendu, sur le bien-être des enfants. Alors, pour faire face à ça, notre équipe locale en Birmanie a donc mis en place une réponse d'urgence depuis déjà l'année 2020, qui continue actuellement. Donc, tout d'abord, une réponse d'urgence au niveau national. Ça s'est traduit par la distribution de nourriture, de kits d'hygiène, de kits d'apprentissage scolaire à domicile, par exemple, et également la diffusion de nombreux messages de prévention sur la Covid. Et ça a bénéficié à presque 1 million de personnes dans le pays. Et plus spécifiquement, au sein de notre programme de Dagon Sekan, c'est plus de 2700 familles qui ont reçu de la nourriture, des kits d'hygiène, du matériel scolaire et également, bien sûr, des messages de prévention. Et donc, il faut bien comprendre que pendant toute cette période depuis le début de la crise sanitaire, la majorité des activités de notre programme ne pouvaient pas être mises en œuvre à cause tout simplement des restrictions sanitaires et du contexte sécuritaire, mais que malgré tout, les équipes, elles ont continué à faire le suivi des enfants à distance, bien sûr, et qu'elles ont mené toutes ces activités de réponse d'urgence qui ont grandement aidé les familles pour faire face à leur quotidien qui était devenu très difficile. Merci beaucoup, Alexandra, pour cette petite update de la situation. Je crois qu'après ces nouvelles, tu en as une autre avec l'annonce de l'ouverture d'un nouveau programme prévu courant février. Vous serez bien entendu tous les premiers parrains au courant de l'ouverture précise de ce programme. Mais est-ce que tu peux nous donner déjà quelques informations ? Tout à fait, Pauline. Donc, nous allons ouvrir un nouveau programme en Birmanie, dans une toute autre région, dans la région de Mandalay. Elle est en rouge sur la carte de gauche, donc c'est une région centrale de la Birmanie qui se trouve à peu près à 600 km au nord de Rangoon. C'est quand même, soit c'est 1 heure d'avion ou environ à peu près 7 heures de voiture. Et donc, on intervient, ça sera un programme rural qui est situé à 10 km au sud de la grande ville de Mandalay, comme vous le voyez sur la carte tout à droite. Et on cible plus spécifiquement la ville de Tadayu et 61 villages aux alentours. Et donc, en 2021, on a commencé par faire ce qu'on appelle une phase d'évaluation et de design. C'est une année où, en fait, on évalue quels sont les besoins prioritaires de cette nouvelle zone. On discute avec les communautés, bien sûr, les partenaires locaux, et on recrute également une nouvelle équipe locale, puisque ça sera une équipe différente de celle de Dagon Sekan. Et donc, à partir là de 2022, les équipes vont préparer les débuts des activités de parrainage, tout simplement, et également identifier les familles les plus vulnérables et bien entendu les enfants les plus vulnérables. Alors, on a déjà identifié quelques secteurs prioritaires, tout simplement. En termes de la santé, bien entendu, avec toujours un taux de malnutrition assez important chez les enfants de moins de 5 ans, qui est lié bien sûr au problème d'accès à l'eau, à la fois de la qualité de l'eau, mais aussi en termes de quantité. Donc, c'est pour ça que l'eau et l'assainissement est également un secteur prioritaire. En termes de développement économique, donc, tout ce qui est développement de moyens de subsistance, là encore, le niveau des revenus des familles est très bas et il y a une faible diversification des revenus puisque 70% des familles travaillent dans l'agriculture dans cette zone. Et enfin, en termes d'éducation, on constate que la plupart des enfants débutent seulement leur scolarisation à partir du primaire. Il y a très peu de structures maternelles sur place. Donc, c'est également un secteur prioritaire. Et donc, on va mettre l'accent sur ces différents besoins prioritaires et en développement des actions spécifiques au fur et à mesure des années de ce nouveau programme. Voilà. Et merci beaucoup. Comme je vous l'ai dit, vous recevrez les informations précises en avant-première par email, sûrement. Voilà. Merci beaucoup, Alexandra, pour
toutes ces précisions. Une question à laquelle je pense, dans laquelle vous posez tous et vous nous avez beaucoup posé, c'est voilà, qu'en est-il aujourd'hui des échanges avec vos filleuls compte tenu de la situation? Anne-Marianne va vous donner une réponse, j'espère, le plus satisfaisante possible. Problème technique. Ce que je peux vous dire, c'est que voilà, pour l'instant, on est toujours en discussion avec le terrain. Comme vous le savez, les frontières sont fermées. Ah, c'est C'est bon. bon, voilà. L'explique. Merci beaucoup. Mon micro a été coupé. Alors, je tenais à dire donc à l'ensemble des parrains et marraines de la Birmanie, qui ont leur filleule dans le programme de Dagon Sekan, que on sait que ça va faire bientôt plus d'1 an que malheureusement vous n'avez pas pu échanger avec vos filleuls et on en est donc sincèrement désolé. On comprend tout à fait. Vous, votre but c'est d'avoir des nouvelles de votre filleule, de vos filleuls et de savoir comment les choses vont, surtout que le contexte en ce moment est compliqué et peut mener à se poser plusieurs questions et à avoir pas mal d'inquiétudes. Donc, on est au courant de ça et nous aussi, on est un petit peu désabusés face à cette situation, mais on essaye justement de trouver une solution en discutant avec nos collègues qui sont sur place, puisque sans eux, on ne peut rien faire, et également sans nous, ils ne peuvent rien faire, mais surtout au niveau des correspondances, c'est à eux de voir ce qui est faisable sur place avec les enfants, avec les familles, également pour eux-mêmes, avec l'ensemble des équipes, pour trouver la solution la plus adéquate. Voilà, donc en ce moment, on est en train d'échanger avec eux pour savoir comment on peut mettre en place une reprise des correspondances pour que vous puissiez continuer à avoir des nouvelles de votre filleule, que eux puissent également vous en donner. Voilà, on est en train de discuter avec eux. Donc, je pense que ça va aboutir sur quelque chose de concret, mais pour l'instant, je ne souhaite pas trop m'avancer là-dessus. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne manquera pas de vous informer, puisque bien sûr, vous êtes les principaux concernés. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. Du coup, on va prendre le temps maintenant de répondre à quelques questions qui ont été posées dans le chat. Par exemple, Alexandra, on nous demande en quoi consistent les groupuscules d'épargne exactement. Ok, donc ce sont des groupes, pas des groupuscules, des groupes d'épargne et de crédit. Et donc, on constitue des groupes, comme j'ai dit, plus souvent bien sûr d'adultes, mais également de jeunes, et on les forme à l'importance de l'épargne, on leur explique comment fonctionne le crédit. Et l'idée, en fait, c'est que chaque membre donne une toute petite contribution financière qui est mise dans un pot commun. Et donc, c'est des chiffres, c'est vraiment des tout petits montants. Et petit à petit, ça permet d'avoir un pot commun plus important, donc qui donne mensuellement, chacun en fonction de leurs besoins. Et après, on leur propose de mettre en œuvre un mini-projet basé sur ce montant en disant, voilà, on a récolté, on vous avait rassemblé tant d'argent, imaginons, à la fin de 3 ou 6 mois, tel membre ou tel membre a ce projet-là de lancer cette toute petite activité ou ce petit projet, imaginons un peu de créer un petit potager par exemple. Voilà, potentiellement, vous avez besoin de combien? Vous pouvez utiliser, les membres sont d'accord que vous utilisiez une partie de son montant pour mener cette activité, mais vous devez ensuite rembourser sous telle et telle condition. Donc voilà, encore une fois, c'est des toutes petites initiatives, c'est à une échelle vraiment très locale, mais l'idée, c'est vraiment de leur apprendre l'importance du crédit et d'épargner pour qu'ensuite, une fois au-delà de ces groupes d'épargne, ils peuvent aussi se mettre en relation avec certaines institutions financières, tout simplement. Anne-Marianne, on nous demande jusqu'à quel âge peut-on parrainer un enfant? Alors, donc, le parrainage d'un enfant peut durer en principe jusqu'à l'atteinte de sa majorité. Après, il faut savoir donc que l'atteinte de sa majorité, l'atteinte des 18 ans, n'est qu'un âge qu'on vous donne de manière indicative. En effet, un parrainage peut très bien s'arrêter avant parce que le filleul est amené à quitter la région, à déménager pour suivre ses parents qui ont trouvé une autre opportunité professionnelle ailleurs. C'est un exemple. Il peut également s'arrêter après les 18 ans parce que le but du parrainage, c'est que
c'est de soutenir un maximum donc les communautés également, donc votre filleul, jusqu'au fait que ceci puisse avoir les clés en main pour pouvoir continuer sa vie d'adulte et pouvoir se lancer correctement dans son futur. Voilà, donc quand nos collègues qui sont sur place et qui prennent soin des enfants, qui prennent soin d'avoir de leurs nouvelles, estiment que même si l'enfant a 18 ans, qu'il pourrait continuer de bénéficier du soutien moral que vous lui apportez pour pouvoir se lancer au mieux, et ben, le parrainage peut continuer après les 18 ans. Donc voilà, l'âge indicatif, c'est 18 ans, mais un parrainage peut continuer après cet âge-là. D'accord, merci beaucoup. On a beaucoup encore de questions sur les échanges. Comme vous l'a précisé Anne-Marienne, on essaie de mettre en place voilà, un nouveau système. En effet, la Poste ne fonctionne pas actuellement. Avec d'autres pays, nous avons rencontré les mêmes problèmes et petit à petit, on essaye de digitaliser ou d'envoyer des emails. Ça reste encore compliqué avec le pays. On vous promet qu'on vous donnera des informations dès qu'on peut mettre quelque chose en place. Pour l'envoi de vidéos, ça reste encore compliqué. Vous avez beaucoup reçu des vidéos de votre filleul. Pour les traduire, vous pouvez nous les envoyer. On a des bénévoles qui font la traduction, on peut essayer. Mais en tout cas, voilà, c'était déjà chouette que vous puissiez recevoir ces vidéos. On va prendre une dernière question et après, on ne va pas prendre trop de votre temps. Une question sur la précision des qui bénéficient exactement. Quand Alexandra, tu parles de bénéficiaires, est-ce qu'on compte uniquement les enfants parrainés ou c'est aussi les familles de ces enfants, les enfants de tout le programme? Est-ce que tu peux juste préciser quand tu parles de bénéficiaires? Bien sûr. Quand on parle de bénéficiaires, c'est vraiment l'ensemble des personnes qui bénéficient des activités dans le cadre de notre programme. Donc, ça inclut, bien entendu, les enfants, des enfants parrainés, mais pas que, des enfants dans le cadre de l'ensemble du programme, mais également des adultes. Donc, bénéficiaires, c'est à la fois des adultes et des enfants qui bénéficient, ça veut dire qu'ils vont participer directement à une activité qui est réalisée. D'accord, merci beaucoup. Voilà. En tout cas, on répondra à toutes vos questions que vous avez posées dans la chatbox par email que vous recevrez en début de semaine prochaine. Merci beaucoup de votre participation. N'oubliez pas que vous pouvez contacter notre service relations donateurs par téléphone ou par email. Et enfin, si vous pouvez prendre 5 minutes pour répondre à un petit questionnaire de satisfaction sur ce webinaire, ce sera très gentil de votre part. Merci beaucoup à tous. Et à très bientôt. Le lien du questionnaire va être posté, voilà, a été posté ou va être posté dans la chatbox. Merci beaucoup et très bonne fin de journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.